13 avril 1655. Louis XIV, le roi de France, se rend à Paris, car le parlement de la ville conteste différents édits royaux adoptés par ce dernier. Louis XIV rentre alors dans le Parlement et fait face aux parlementaires. Le jeune roi rappelle que les parlementaires lui doivent obéissance et fidélité. Le président du Parlement répond que lui et ses membres n'agissent que pour le bien de l'État. Ce à quoi Louis XIV répond « L'État, c'est moi ». Bien que beaucoup d'historiens affirment que cette phrase n'a jamais été prononcée par Louis XIV, elle représente assez bien la volonté qu'eut Louis XIV au cours de son règne. S'assurer le contrôle de l'État et la concentration des pouvoirs autour de sa personne. Cette volonté d'atteindre le pouvoir absolu s'explique par un événement que Louis XIV a vécu durant son enfance, la Fronde, une période de 5 ans où le pouvoir royal fut fortement ébranlé. Alors retraçons les événements de cette dernière pour comprendre pourquoi Louis XIV a tenté d'atteindre le pouvoir absolu. En 1643, Louis XIII, le roi de France, meurt après 33 ans de règne. Son fils, le futur Louis XIV, n'a alors que 5 ans et est incapable de régner. Une régence se met en place. La reine Anne d'Autriche et le premier ministre Jules Mazarin dirigent le pays. Le royaume est à ce moment-là instable. Beaucoup de nobles et de parlementaires souhaitent s'affranchir de l'autorité de la régente. Car depuis la régence de Catherine de Médicis entre 1547 et 1563, avoir une femme au pouvoir est vu comme un signe d'instabilité et de chaos pour le royaume. De plus, le cardinal Mazarin est italien. Le royaume de France est donc non seulement dirigé par une femme, mais également par un étranger, ce qui les rend très impopulaires. Les tensions s'accroissent le 18 mai 1643, lorsque Anne d'Autriche fait tenir par son fils un lit de justice dans lequel il déclare que sa mère assure seule la régence et que Mazarin reste seulement ministre, révoquant ainsi les vœux de Louis XIII. Avant de continuer, faisons un point sur les parlements. Les parlements d'Ancien Régime sont des administrations territoriales qui font office de tribunaux de dernier recours. Ils doivent enregistrer des lois, mais peuvent aussi s'opposer au roi via le droit de remontrance. Le roi peut les révoquer en tenant un lit de justice. Ils sont au nombre de 10 et sont présents dans les plus grandes villes de France et regroupent environ 200 personnes. Reprenons. Début 1648, le surintendant Particelli augmente les impôts et oblige les parlements à l'accepter malgré leurs désaccords, provoquant la colère des Parisiens. Le pays est au bord de la révolte et le point d'orgue de cette colère arrive le 15 janvier 1648. Mazarin décide d'organiser un lit de justice en compagnie du roi pour faire adopter toutes sortes d'édits fiscaux servant à financer la guerre contre l'Espagne qui fait rage depuis 1635. Le jeune Louis XIV oublie ce qu'il doit dire et le lit de justice est refusé par les parlementaires. Et c'est ainsi que débute une lutte entre Mazarin et le Parlement pour faire appliquer les édits. Cette querelle se termine le 9 juillet avec la charte de 27 articles qui préserve les droits des parlements et annule les édits fiscaux. Le pouvoir royal a cédé. Le Parlement a fait reculer la monarchie et en empêchant le retour des impôts, il contrôle cette dernière, ce qui ne plaît pas à la régence. Le 31 juillet, un nouveau lit de justice est organisé pour appliquer les articles en loi. Mais Mazarin n'a pas l'intention de le respecter, surtout que le Parlement souhaite pouvoir voter librement les lois. La régence comprend qu'elle doit agir vite. Tout est organisé pour le 26 août 1648. Le matin du 26 août 1648, une cérémonie à l'église est organisée pour célébrer la victoire de Lens contre l'Espagne. Le cortège royal assiste à la messe, tout comme les parlementaires. À la fin de la cérémonie, les 3 principaux meneurs de la fronde sont arrêtés. Cette fois-ci, c'est la goutte de trop. Les bourgeois parisiens et la population se révoltent et bloquent la ville, enfermant Mazarin et Anne d'Autriche. Du 26 au 28 août, des barricades sont installées et les meneurs sont libérés.
les 7000 hommes de la garde parisienne tentent de les percer et les régents parviennent à s'enfuir et se réfugient au château de Rueil. Le 22 septembre, le Parlement demande le retour du roi à Paris et la libération du ministre Chavigny, qui est contre Mazarin. Mais Anne d'Autriche refuse. Finalement, le 22 octobre, après de nombreuses pressions, Mazarin cède aux exigences parlementaires, car il doit signer la paix de Westphalie et mettre fin à la guerre de 30 ans le 24 octobre 1648. Le pouvoir monarchique est donc sous contrôle des parlementaires, mais il ne compte pas se laisser faire. Le 31 octobre, la Régence relâche du lest en libérant le ministre Chavigny. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la Régence, accompagnée de toute la cour, se réfugie à Saint-Germain-en-Laye. Mazarin prépare la reconquête de Paris. Pour cela, il charge le duc de Condé d'assiéger Paris. Mais possédant moins de 10 000 hommes, il ne peut bloquer que les grands axes parisiens, permettant à la ville de se ravitailler. Le siège dure 3 mois, la lassitude s'installe et le 4 mars, des négociations commencent et aboutissent à un traité le 1er avril, avec la paix de Saint-Germain. Celui-ci annule tous les décrets votés par le Parlement depuis le 16 janvier, dont celui qui stipule que l'éducation du roi devait être confiée au Parlement. Cette paix met fin à la première fronde, appelée la fronde parlementaire. Seulement, la fronde avec un grand F, elle, continue. Malgré la paix, Mazarin reste toujours aussi impopulaire et la monarchie reste contrôlée par le Parlement. La fronde n'est pas terminée pour autant, car cette dernière se divise en deux parties. La fronde parlementaire, de 1648 à 1649, et la fronde des princes, de 1650 à 1653, que l'on va voir tout de suite. Après le siège de Paris, apparaissent dans toute la France ce qu'on appelle les Mazarinades. Ce sont des journaux satiriques se moquant de la politique et du personnage de Mazarin. Celles-ci ont tendance à chercher à créer de la tension entre Condé et Mazarin. Certains anciens frondeurs veulent en profiter pour relancer les hostilités et rallier le duc de Condé de leur côté. Le 11 décembre, un attentat raté est perpétré contre Condé. Le coupable n'étant pas identifié, le Parlement de Paris est convoqué le 13 décembre. Les différents témoignages accusent le cardinal de Retz, ancien meneur de la fronde. Seulement, les faux témoignages sont démontés. Condé, humilié, s'en prend à Mazarin et à la reine. Face à cet affront, la reine songe à faire arrêter Condé. Les anciens frondeurs se rallient à la reine et le 18 janvier 1650, Condé, son frère et son beau-frère sont arrêtés. Mazarin pense avoir renforcé son autorité, mais en réalité, il vient de relancer la fronde. Les partisans de Condé se révoltent et ainsi commence la fronde des princes. Des révoltes éclatent dans toute la France et le pouvoir royal organise des campagnes dans tout le pays. La première, en Normandie, rapide et facile, se termine le 21 février 1650. Au mois d'avril, débute la campagne de Bourgogne. Louis XIV, qui effectue ses premières armes, s'installe à Dijon et y assiège Bellegarde. La campagne se passe bien et des nobles fidèles au pouvoir royal sont installés. En juillet, c'est la campagne de Guyenne. Le pouvoir royal rase le château de La Rochefoucauld et assiège Bordeaux le 5 octobre. Même si le siège est un succès, l'accueil réservé est froid. Cette campagne est un demi-échec et les oppositions restent fortes dans cette partie du royaume. Le cardinal de Retz, meneur de la vieille fronde, ayant peur que Condé et Mazarin se réconcilient, se mobilise pour encourager les anciens frondeurs à rejoindre le parti des princes, avec succès. Paris passe sous contrôle condéen. Au même moment, la monarchie remporte une victoire contre les Condéens alliés aux Espagnols à Rethel le 13 décembre. Malgré ces quelques succès, la Régence n'arrive pas à affirmer son pouvoir, et les frondeurs sont beaucoup plus nombreux et unis autour d'une même cause: écarter Mazarin du pouvoir. L'union des frondes effraie ce dernier, car il craint que les frondeurs ne lui réservent le même sort que le roi Charles Ier d'Angleterre, qui fut décapité en 1649 par des révolutionnaires.
le Parlement devient de plus en plus exigeant. Le 8 février 1651, la reine Anne d'Autriche doit consentir à exiler Mazarin, qui a 15 jours pour quitter le royaume, et a juré qu'aucun étranger ne devienne ministre d'État. Ayant peur pour son titre, Anne et son fils tentent de quitter Paris, mais les portes leur sont fermées. Ils sont prisonniers de la ville. Le 13 février, Mazarin libère le duc de Condé, Conti et Longueville, qui entrent triomphalement dans Paris le 16. En avril, suite à de nombreux désaccords sur la nécessité de continuer la fronde, l'union des deux frondes est rompue. Seuls les princes et les partisans de Condé continuent la lutte. Le 5 septembre, la reine, conseillée par Mazarin, accorde l'amnistie totale sur le duc de Condé. Le même jour, Louis XIV fête ses 13 ans. Il est donc majeur par l'ordonnance de Charles V. La régence est donc terminée et il devient roi de France. Pour remplacer Mazarin au poste de ministre d'État, Louis XIV nomme Châteauneuf à ce poste et choisit des ministres hostiles à Condé. La fronde continue. Après une défaite dans la Meuse, Condé se réfugie en Guyenne, où il espère soulever le Poitou contre le roi. Le 30 septembre, Louis XIV part avec 4000 hommes pour la Guyenne, tandis que les Condéens se réfugient à Bordeaux. Le roi assiège Montrond, mais début octobre, la reine-mère demande à Mazarin de revenir au poste de ministre d'État, ce qui réunit les deux frondes. De son côté, Condé réussit à mobiliser 3000 hommes dans le Poitou, mais le duc de Bouillon et de Turenne l'abandonnent, empêchant Condé de soulever d'autres provinces. Étant en infériorité numérique, Condé tente de se réfugier à La Rochelle, place forte condéenne. Mais Louis XIV le prend en chasse. Il parvient néanmoins à éviter l'encerclement et se réfugie à Bourg-sur-Gironde. Alors que l'armée royale se renforce de jour en jour, Condé ne tient que les villes de Bordeaux et de Montrond qui résistent à son siège. Le 12 décembre, Louis XIV ordonne à Mazarin de le rejoindre, ce qu'il fait et arrive à Poitiers le 28 janvier 1652, accompagné de 7000 soldats. Entre février et avril 1652 se déroule la campagne de la Loire. Louis XIV reprend Angers, Tours et Blois, mais un de ses officiers laisse Condé s'échapper à nouveau. L'armée royale le pourchasse et des affrontements ont lieu après que Condé ait traversé la Loire. Son objectif est d'atteindre Paris, siège du pouvoir. Louis XIV fait tout pour le rattraper avant qu'il n'y parvienne. Cependant, le 11 avril, Condé rentre dans Paris. Mais le Parlement refuse de l'accueillir pour éviter que Paris ne devienne un champ de bataille. Le 1er juillet commence la bataille du faubourg Saint-Antoine. Les armées de Condé et les troupes royales s'affrontent autour de la ville dans l'objectif de s'en emparer en premier. Le lendemain, alors que l'armée de Condé est sur le point de perdre, par miracle, les portes de Paris s'ouvrent à lui, permettant de s'y réfugier. Condé est victorieux, et ce, au prix de 2000 morts. Une fois dans Paris, Condé impose sa terreur. Les parlementaires, notables et nobles soupçonnés de soutenir Mazarin sont agressés. Le 4 juillet, Condé rassemble 300 notables issus des 3 ordres. Il déclare qu'il souhaite faire la paix une fois que Mazarin aura quitté le pouvoir. Les princes trouvent cette décision trop modérée et proclament devant la foule que cette assemblée est pro-Mazarine, ce qui provoque un soulèvement. Pillages et incendies apparaissent. Entre 2000 et 3000 personnes sont tuées. À partir de ce moment, la fronde se désagrège. Pour accentuer leur division, Mazarin s'exile volontairement au mois de septembre. Diverses manifestations royalistes ont lieu, réclamant le retour du roi. Le roi, installé à Compiègne, attend une capitulation sans condition. Perdant ses soutiens, notamment celui du duc Charles IV de Lorraine, qui devait intervenir, et sachant que rester dans Paris signerait sa fin, Condé quitte la ville pour les Flandres le 14 octobre. Le 21, le roi entre triomphalement dans Paris, qu'il avait dû fuir quelques années plus tôt. Le 3 février 1653, Mazarin revient de son exil. La fronde est sur le point de se terminer. Seules quelques places fortes soutiennent encore Condé, comme Libourne, Bergerac
et surtout Bordeaux. La dernière campagne commence à la fin de l'hiver. Les dernières villes condéennes tombent une à une. Au mois de juillet, Bordeaux tombe. Condé n'a plus de moyens de lutter. Alors qu'il tentait de préparer une offensive, le 13 août, le dernier bastion condéen, Villeneuve-sur-Lot, tombe. La fronde est terminée. Condé est déchu et condamné à mort par le roi de France. Pendant 10 ans, il travaille pour le compte de l'Espagne avant d'être amnistié en 1659. Quelles sont les conséquences de la fronde au niveau politique ? Tout d'abord, elles ont mis un frein temporaire à la politique de centralisation du pouvoir autour du roi. Les parlementaires voulaient conserver leurs avantages et leur pouvoir sur les provinces du royaume. Ironiquement, cette opposition au pouvoir royal a accéléré sa centralisation. En effet, les événements de la Fronde ont marqué à vie le jeune Louis XIV, qui au cours de son règne fait tout pour ne pas revivre de tels événements. Tout d'abord, le siège de son pouvoir se situe à Versailles, pour ne pas être à nouveau prisonnier des Parisiens. Mais surtout, à la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV annonce que le prochain ministre d'État sera lui-même. Louis XIV se charge lui-même des affaires du royaume. Ensuite, les nobles sont tous réunis à Versailles dans l'idée de les surveiller. Enfin, en 1673, il autorise le Parlement à contester les édits royaux, mais une fois qu'ils sont adoptés. En 1659, la guerre contre l'Espagne, qui avait soutenu Condé, se termine avec la paix des Pyrénées, ramenant le calme dans le royaume. Louis XIV a donc pu centraliser le pouvoir autour de sa personne et s'approcher d'une politique absolutiste qui marque le début d'un règne personnel qui fut le plus long de l'histoire de France.